Salut tout le monde et bienvenue dans notre exploration. On plonge aujourd'hui dans le livre blanc d'Ethereum. Ah oui, un document, Un document vraiment fondateur, c'est ça, on va dire, un monument. carrément un monument, qui a vraiment posé les bases de tout un univers décentralisé. C'est vrai, et même si ce livre blanc date de 2014, il reste étonnamment pertinent. Ouais. On y trouve vraiment les germes de tout ce qu'Ethereum est devenu. Exactement, c'est un peu comme la pierre de Rosette de la blockchain. Ouais, Sauf qu'au lieu de hiéroglyphes, on a du code et des concepts assez complexes. c'est ça. Heureusement, je suis avec un expert pour déchiffrer tout ça. Ravi d'être là. Avant de plonger dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de rappeler le contexte. Ethereum n'est pas apparu de nulle part. Non. Il s'inscrit dans une lignée d'innovation, avec Bitcoin comme précurseur. Ah oui, Bitcoin, la crypto-monnaie dont tout le monde parle. Tout à fait. Mais en quoi se liait Ethereum? Bitcoin a introduit le concept révolutionnaire de monnaie numérique décentralisée, Ok. reposant sur la technologie de la blockchain. Hmm. Imaginez un grand livre de comptes distribué sur des milliers d'ordinateurs à travers le monde Ouais. qui enregistre chaque transaction Bitcoin. Donc si j'envoie des bitcoins à quelqu'un, cette transaction est inscrite dans ce livre de compte géant. Exactement. Et comme ce livre est partagé et constamment vérifié par tous les participants du réseau, Ouais. il est quasiment impossible de le falsifier. C'est ça la décentralisation. Ok, je comprends mieux l'idée de la blockchain. Voilà. Mais le minage, c'est quoi exactement? On en entend beaucoup parler, mais je ne suis pas sûr de bien saisir le concept. Alors, le minage, c'est le processus qui sécurise le réseau Bitcoin et valide les transactions. Hmm. En gros, des mineurs mettent à disposition la puissance de calcul de leurs ordinateurs pour résoudre des problèmes mathématiques complexes. Ouais. Le premier qui trouve la solution Mhm. ajoute un nouveau bloc de transaction à la blockchain Ouais. et reçoit une récompense en Bitcoin. C'est comme une course effrénée où le gagnant inscrit le prochain chapitre de l'histoire Bitcoin. Exactement. Et cette fameuse preuve de travail, Oui. ça joue quel rôle dans tout ça? À la preuve de travail, c'est le mécanisme qui garantit la sécurité du système. Mhm. La résolution de ces problèmes mathématiques demande une énorme puissance de calcul, Ouais. ce qui rend extrêmement difficile la manipulation de la blockchain par une seule entité. Donc, la preuve de travail assure l'intégrité de la blockchain. C'est ça. Mais comment gère-t-on la quantité astronomique de données nécessaires pour suivre toutes ces transactions? Alors c'est là qu'interviennent les arbres de Merkle. Ok. Ils permettent d'organiser les données de manière hiérarchique, Mhm. facilitant la vérification. Imaginez un arbre généalogique de vos transactions. D'accord. Au lieu de vérifier chaque transaction individuellement, Ouais. on peut vérifier des groupes de transactions Hmm. en examinant les branches de l'arbre. Donc, les arbres de Merkle rendent le système plus efficace. Ouais. Et vous avez parlé de nœuds complets et de nœuds légers. Oui. C'est quoi la différence? Alors les nœuds complets stockent l'intégralité de la blockchain, Hmm. tandis que les nœuds légers ne téléchargent qu'une partie des données, Ouais. ce qui leur permet de vérifier les transactions Mhm. sans avoir à stocker tout l'historique. D'accord. Donc, Bitcoin a ouvert la voie. Oui. Mais comme le souligne le livre blanc d'Ethereum, il y avait des limitations. C'est ça. Par exemple, on ne pouvait pas créer des applications plus complexes sur Bitcoin. Exactement. Le langage de script de Bitcoin était assez limité. Ouais. C'est là que des projets comme Namecoin, Mhm. pour un système de nom de domaine décentralisé, Ouais. et Colored Coins pour créer des jetons sur la blockchain, Bitcoin ont émergé. C'est comme si Bitcoin avait ouvert une porte et tout le monde se précipitait pour explorer de nouvelles possibilités. Tout à fait. Mais ces alternatives ont aussi mis en lumière les difficultés. De construire une nouvelle blockchain à partir de zéro Ouais. et les limites de Bitcoin pour des applications plus complexes. Et c'est là qu'Ethereum entre en scène. Ouais. En proposant une plateforme plus flexible et puissante pour les développeurs. Précisément, Ethereum avait l'ambition de devenir une plateforme pour construire des applications décentralisées, ou dApps, Ouais. allant bien au-delà des simples transactions. Donc Ethereum, c'est plus qu'un simple outil. Oui, C'est une boîte à outils complète pour les développeurs. c'est ça. Et son langage de programmation Turing complet. Ça veut dire quoi concrètement? Ça signifie qu'avec Ethereum, on peut théoriquement programmer n'importe quelle logique imaginable dans un contrat intelligent, Ouais. contrairement à Bitcoin, où les possibilités étaient restreintes. Ethereum offrait une liberté quasi totale aux développeurs. C'est une différence fondamentale. Tout à fait. Au lieu d'être limité par des règles préétablies. Les développeurs pouvaient créer leurs propres règles de fonctionnement.
pour leurs applications sur la blockchain. C'est ça. Parlons maintenant des comptes Ethereum. Oui. En quoi sont-ils différents des comptes bancaires traditionnels? Alors, sur Ethereum, il existe deux types de comptes. D'abord, les comptes externes, contrôlés par des clés privées comme sur Bitcoin. OK. Mais il y a aussi une nouveauté, les comptes de contrat. Des comptes de contrat, ce sont des programmes stockés sur la blockchain, n'est-ce pas? Exactement. Ils ont leur propre solde en Ether et peuvent exécuter du code selon des règles prédéfinies. C'est la base des contrats intelligents. Donc ces comptes agissent de manière autonome, en exécutant des actions basées sur le code qu'ils contiennent. Tout à fait. C'est fascinant. C'est puissant. Par exemple, tu veux créer un service d'enregistrement de nom de domaine décentralisé. Vous pourriez écrire un contrat intelligent qui gère le processus d'enregistrement en attribuant automatiquement des noms aux utilisateurs qui remplissent certaines conditions. Plus besoin d'autorités centralisées pour contrôler les noms de domaine. C'est vraiment révolutionnaire. Exactement. Mais comment ces contrats intelligents sont-ils déclenchés? Alors? Par des messages et des transactions. Oui, vous avez tout compris. Ah. Les transactions sur Ethereum fonctionnent de manière similaire à Bitcoin. Vous signez une transaction avec votre clé privée pour envoyer des Ethers à une autre adresse. Mais sur Ethereum, les transactions peuvent aussi contenir des données qui ouvrent des possibilités bien plus vastes. C'est comme envoyer un colis avec des instructions à l'intérieur. Exactement. Ces données peuvent être utilisées pour interagir avec les contrats intelligents. D'accord. Par exemple, vous pourriez envoyer une transaction à un contrat d'enregistrement de nom et les données incluraient le nom que vous souhaitez enregistrer. Et d'autres informations pertinentes. Et les messages, quel est leur rôle? Les messages sont comme des transactions internes entre contrats. Un contrat intelligent peut déclencher des actions dans un autre contrat en lui envoyant un message. Donc ces contrats peuvent communiquer entre eux et interagir de manière complexe. On dirait un véritable écosystème de programmes autonomes qui s'exécutent sur la blockchain. C'est une excellente image. Un réseau de programmes interconnectés, tous gouvernés par les règles du protocole Ethereum. C'est vraiment impressionnant. Mais comment tout cela fonctionne-t-il concrètement? Comment le code s'exécute sur le réseau? Alors c'est là que ça devient un peu plus technique. La fonction de transition d'état d'Ethereum est un ensemble de règles qui définit comment l'état du réseau change avec chaque transaction ou message. C'est un peu le code de la route qui régit chaque action sur la blockchain Ethereum. Exactement. L'exécution du code est un élément clé de ce processus. Lorsqu'une transaction ou un message interagit avec un contrat. La machine virtuelle Ethereum ou EVM entre en jeu. La EVM. C'est l'ordinateur qui fait fonctionner le réseau Ethereum, c'est ça? Pas exactement un ordinateur physique. Non. C'est plutôt un environnement virtuel qui existe sur tous les nœuds du réseau. Chaque nœud exécute la EVM pour exécuter le code contenu dans les contrats intelligents. Alors c'est comme un ordinateur distribué qui fonctionne simultanément sur toutes les machines du réseau. Exactement. C'est incroyable. Mais comment le système se protège-t-il contre du code malveillant qui pourrait tout faire planter? C'est une question cruciale. Oui. Ethereum utilise un système de frais de gaz pour limiter les risques. Chaque étape de calcul dans un contrat intelligent coûte une petite quantité d'Ether qui est payée par l'utilisateur initiant la transaction. C'est un peu comme payer pour les ressources informatiques que l'on utilise. Exactement. Ce système empêche les boucles infinies et autres codes malveillants de saturer le réseau. Si un contrat manque de gaz, son exécution est interrompue. C'est un moyen astucieux de maintenir le bon fonctionnement du réseau. Voilà. On a parlé des comptes, des transactions, des messages et de l'exécution du code. Parlons maintenant de la blockchain Ethereum elle-même. Oui. Elle partage des similarités avec celle de Bitcoin. C'est ça. Mais qu'est-ce qui la distingue? Une différence majeure est que les blocs Ethereum contiennent non seulement la liste des transactions, mais aussi un instantané de l'état le plus récent de tout le réseau. Donc chaque bloc est comme un enregistrement complet de tous les soldes des comptes. Oui. Et de l'état de tous les contrats intelligents à un moment donné. Précisément. Cela peut paraître inefficace au premier abord. Mais grâce à des structures de données intelligentes comme les arbres Patricia, c'est en réalité assez gérable. De plus, cela évite de stocker tout l'historique de la blockchain, comme dans Bitcoin. Intéressant. Voilà. Donc la blockchain d'Ethereum est en quelque sorte plus autonome. Oui. Mais comment fonctionne le processus de minage sur Ethereum? Alors, est similaire au système de preuve de travail de Bitcoin. C'est similaire dans le sens où les mineurs sont toujours en compétition pour ajouter des blocs à la chaîne.
Mais l'algorithme est assez différent. D'accord. L'algorithme de minage d'Ethereum exige que les mineurs accèdent aux données de l'état complet du réseau et les traitent. Donc, ils ne peuvent pas se contenter de la puissance de calcul brute comme sur Bitcoin. C'est exact. Cette conception encourage les mineurs à être des nœuds complets, contribuant ainsi à la décentralisation et à la sécurité du réseau. Elle rend également beaucoup plus difficile le développement de matériel de minage spécialisé ou ASIC. Cela a beaucoup de sens. Ouais. Le livre blanc d'Ethereum présente donc une vision révolutionnaire d'une plateforme décentralisée capable d'exécuter pratiquement n'importe quelle application. C'est ça. Mais il reconnaît également qu'il y a des défis à relever. Tout à fait. Quels sont les principaux défis soulignés dans le livre blanc? Un des principaux problèmes est la scalabilité. À mesure que de plus en plus d'applications sont construites sur Ethereum, la blockchain va inévitablement grossir, ce qui pourrait entraîner des risques de centralisation. Le livre blanc propose des solutions innovantes, comme les racines d'arbres d'état intermédiaires et les protocoles de challenge response pour relever ce défi. Donc, dès 2014, il réfléchissait déjà à des moyens de garantir le bon fonctionnement du réseau. Oui. Même en cas d'adoption massive. Exactement. La scalabilité est un défi permanent pour toutes les blockchains. Et Ethereum ne fait pas d'exception. Mais le livre blanc témoigne d'une approche visionnaire pour s'attaquer à ce problème. Ce fut une exploration incroyablement instructive jusqu'à présent. On a couvert beaucoup de terrain de l'histoire de la monnaie décentralisée. Au rouage interne de la plateforme Ethereum. C'est vrai. Mais ce n'est que le début. En effet, le plus intéressant est d'explorer le vaste potentiel des applications d'Ethereum, des systèmes de jetons au stockage de fichiers décentralisés. Les possibilités sont vraiment époustouflantes. J'ai hâte de me plonger dans tout ça dans notre prochain segment. Avec plaisir. Chers auditeurs, restez à l'écoute, car nous allons découvrir le monde étonnant des applications d'Ethereum et nous pencher sur les implications concrètes de cette technologie révolutionnaire. Impatient d'y être. Alors, après avoir posé les fondations, explorons quelques-unes des applications concrètes qu'envisage le livre blanc d'Ethereum. J'avoue que c'est ce que j'attends avec impatience. Commençons par les systèmes de jetons. Le livre blanc évoque des monnaies alternatives, des actions d'entreprise, des jetons numériques uniques. Comment tout cela est-il possible sur Ethereum? Rappelez-vous ce que nous avons dit à propos du langage de programmation Turing Complete d'Ethereum. Cette flexibilité permet aux développeurs de créer des jetons avec des règles et des fonctionnalités personnalisées directement sur la blockchain. C'est comme avoir un jeu de construction qui permet de créer n'importe quel type d'actif numérique imaginable. Exactement. Imaginez créer un jeton qui représente une part de votre entreprise ou un programme de fidélité où les utilisateurs gagnent des jetons pour leur participation. On va bien au-delà d'une simple monnaie numérique. Le livre blanc mentionne même la possibilité de payer les frais de transaction avec ces jetons personnalisés. Comment cela fonctionne-t-il? C'est assez ingénieux. Un contrat intelligent peut détenir une réserve de Thers, utilisée pour payer les frais de gaz des transactions impliquant son jeton. Les utilisateurs auraient initialement besoin d'un peu de Terre pour activer leur compte. Mais le contrat les remboursera en Ether chaque fois qu'ils utilisent le jeton pour une transaction. C'est fascinant. Cela crée un écosystème autonome au sein du réseau Ethereum. Passons maintenant aux produits dérivés financiers et aux monnaies à valeur stable. Ces concepts me semblent assez complexes. De quoi s'agit-il et comment Ethereum peut-il être utilisé pour les créer? Alors, les produits dérivés financiers sont essentiellement des contrats qui tirent leur valeur d'un actif sous-jacent. Pensez aux options ou aux contrats à terme. Ethereum vous permet de coder ces instruments financiers complexes directement dans des contrats intelligents. Donc vous dites que je pourrais créer un contrat intelligent qui exécute automatiquement une transaction. En fonction de certaines conditions du marché. Exactement. Cela semble puissant, mais aussi risqué. Tout à fait. Comment Ethereum gère-t-il ce risque? Vous avez raison, les produits dérivés financiers peuvent être complexes et risqués. C'est pourquoi ces contrats intelligents s'appuient souvent sur des flux de données externes qui fournissent des informations sur des événements réels comme les prix des actifs. Donc le contrat peut automatiquement récupérer des données d'une source fiable, comme une bourse, pour prendre des décisions éclairées. Précisément, cela permet de créer des contrats de couverture qui vous protègent contre la volatilité des prix. Ou même des stablecoins qui sont des crypto-monnaies dont la valeur est indexée sur un actif stable comme le dollar américain. Des stablecoins indexés sur le dollar américain sur un réseau blockchain décentralisé. Oui. C'est fascinant.
Parlons maintenant des systèmes d'identité et de réputation. Comment Ethereum peut-il être utilisé pour créer des moyens plus sûrs et décentralisés de gérer nos identités en ligne? Alors, le livre blanc cite Namecoin comme un premier exemple d'utilisation d'une blockchain pour l'enregistrement de noms. Ethereum va plus loin, permettant des systèmes d'identité et de réputation plus sophistiqués. D'accord. Contrôlés par les utilisateurs et non par des autorités centralisées. Au lieu de dépendre de Facebook ou de Google pour vérifier nos identités, nous pourrions avoir un système décentralisé qui nous donne plus de contrôle sur nos données. Exactement. Imaginez un système où vous contrôlez votre propre identité numérique et pouvez choisir de partager des informations avec qui vous voulez sans passer par des intermédiaires. Cela changerait la donne en matière de confidentialité et de sécurité en ligne. Oui. En parlant de sécurité, le livre blanc aborde également le stockage de fichiers décentralisés. Tout à fait. Comment Ethereum peut-il améliorer les solutions de stockage cloud existantes comme Dropbox? Actuellement, nous faisons confiance à des entreprises comme Dropbox pour stocker nos données en toute sécurité. Mais que se passerait-il si nous pouvions utiliser un réseau décentralisé pour stocker des fichiers? Oui. Éliminant ainsi le risque de points de défaillance uniques. Cela semble beaucoup plus robuste. C'est ça. Comment cela fonctionnerait-il concrètement? Le livre blanc décrit un système où les utilisateurs peuvent louer l'espace disque inutilisé de leurs ordinateurs à d'autres, créant ainsi un réseau de stockage décentralisé. Des contrats intelligents géraient le processus, garantissant que les fichiers sont stockés en toute sécurité et que les utilisateurs sont rémunérés équitablement. C'est comme un Airbnb pour les disques durs. Exactement. Tout le monde peut contribuer au réseau en gagnant un petit revenu supplémentaire, tout en renforçant le système. C'est ça. Passons maintenant à une application dont j'ai beaucoup entendu parler. Les organisations autonomes décentralisées ou DAO. Les DAO sont fascinantes. Oui. Ce sont des organisations qui fonctionnent entièrement sur la base de code, sans structure de gestion traditionnelle. Imaginez une entreprise ou une organisation à but non lucratif qui fonctionne de manière autonome sur la blockchain. Donc, plus de PDG ni de conseil d'administration pour prendre les décisions. C'est l'idée. Comment les décisions sont-elles prises dans une DAO? Par des mécanismes de vote intégrés aux contrats intelligents qui régissent la DAO. Les membres de la DAO, qui peuvent être n'importe qui détenant ces jetons, peuvent voter sur des propositions qui déterminent comment l'organisation alloue ses fonds ou même comment elle modifie son propre code. C'est comme une démocratie qui fonctionne sur du code. Tout à fait. C'est un concept puissant, mais j'imagine qu'il y a des défis à relever pour concevoir un système véritablement juste et sécurisé. Vous avez raison, les DAO n'en sont qu'à leur début. Et il reste de nombreuses questions ouvertes sur la manière de les concevoir efficacement, mais le potentiel est énorme. Imaginez des organisations transparentes, responsables et résistantes à la censure ou à la corruption. C'est une vision inspirante. Le livre blanc mentionne de nombreuses autres applications potentielles des portefeuilles d'épargne aux assurances agricoles, en passant par les jeux d'argent pair à pair. Il est clair que la portée d'Ethereum va bien au-delà de ce que nous pouvons aborder dans cette exploration. Absolument. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Ethereum est une plateforme d'innovation. Les applications spécifiques ne sont limitées que par la créativité des développeurs et les besoins évolutifs des utilisateurs. Ce livre blanc a donc été un véritable tremplin pour un univers de possibilités. Oui. Il est incroyable de penser que tant de ces idées sont aujourd'hui développées et mises en œuvre dans le monde réel. C'est vraiment remarquable de voir le chemin parcouru par Ethereum depuis la publication de ce livre blanc en 2014. Il a déclenché un mouvement mondial de développeurs, d'entrepreneurs et de passionnés qui construisent l'avenir décentralisé. Et tout a commencé avec ce document fondateur. C'est ça. On a couvert beaucoup de terrain. Oui. Mais il reste encore des considérations et des défis importants que le livre blanc aborde. C'est vrai, le livre blanc n'hésite pas à aborder les complexités de la construction d'une plateforme sécurisée, décentralisée et évolutive. Il se penche sur des détails techniques tels que l'implémentation modifiée de Yoast, le système de frais et les implications de la Turing Complétude. Décortiquons tout cela dans notre prochain segment. Avec plaisir. Chers auditeurs, restez avec nous pour explorer les défis et les considérations auxquels le livre blanc d'Ethereum s'attaque. Et obtenir des éclaircissements encore plus approfondis sur cette technologie révolutionnaire. Bienvenue de retour dans notre exploration du livre blanc d'Ethereum.
On a vu l'histoire, les mécanismes, le potentiel d'Ethereum, et maintenant on s'attaque aux défis. Ouais, aux considérations plus techniques. Plus techniques soulevées dans le document. Et il ne faut pas oublier que ce livre blanc a été écrit en 2014. Ouais. Ethereum, comme toute technologie en évolution, a rencontré des obstacles et a dû s'adapter en cours de route. On garde en tête que l'écosystème a évolué, même si on se concentre sur la vision initiale de ce document. Tout à fait. Alors, le livre blanc aborde d'abord l'implémentation modifiée de Ghost. Ouais. Pour nos auditeurs, un petit rappel sur ce qu'est Ghost. Ghost pour Greedy Heaviest Observed Subtree est un protocole qui vise à améliorer la sécurité et l'efficacité des réseaux blockchain. Il a été initialement proposé pour Bitcoin. Afin de résoudre des problèmes comme les blocs orphelins et le biais de centralisation. Exactement. Ethereum adopte une version modifiée de Geosource qui récompense les mineurs pour l'inclusion de blocs orphelins appelés oncles dans leurs blocs. Cela contribue à favoriser un paysage minier plus distribué. C'est comme donner un prix consolation aux mineurs qui ont raté de peu l'ajout d'un bloc. Oui. Tout en rendant plus difficile la domination du réseau par un seul groupe de minage. C'est une bonne façon de le dire. Un autre aspect crucial abordé dans le livre blanc est le système de frais. Vous avez mentionné le frais de gaz tout à l'heure. Oui. Mais comment Ethereum détermine-t-il les frais appropriés pour les transactions? Eh bien, ce n'est pas aussi simple que de fixer des frais fixes. Non. Le livre blanc explique qu'un système de frais purement volontaire, comme celui utilisé par Bitcoin, peut poser des problèmes surtout à mesure que le réseau se développe. Ouais, la crainte est que les mineurs puissent privilégier les transactions avec des frais plus élevés, laissant potentiellement les transactions avec des frais plus faibles non confirmés pendant de longues périodes. Ouais. Cela pourrait créer un système injuste où seules les personnes prêtes à payer des frais élevés peuvent utiliser le réseau efficacement. Donc le livre blanc propose une approche plus dynamique où le nombre maximum d'opérations autorisées dans un bloc est ajusté en fonction de la moyenne à long terme. Cela permet d'éviter des pics soudains de frais et de maintenir le bon fonctionnement du réseau. C'est un exercice d'équilibriste délicat qui consiste à garantir l'équité pour les utilisateurs tout en incitant les mineurs à sécuriser le réseau. Passons maintenant à l'un des aspects les plus fascinants d'Ethereum. Sa Turing complétude. Oui. J'ose admettre que cette partie du livre blanc m'a un peu dépassé. C'est un sujet complexe. En effet, la Turing complétude signifie que la machine virtuelle Ethereum ou EVM peut théoriquement exécuter n'importe quel programme qui peut être écrit. Cela semble incroyablement puissant, mais aussi potentiellement dangereux. Un acteur malveillant ne pourrait-il pas écrire un programme qui s'exécute indéfiniment, bloquant ainsi le réseau? C'est le problème de l'arrêt en informatique. Il est impossible de déterminer, dans le cas général, si un programme donné finira par s'arrêter. Comment Ethereum atténue-t-il ce risque? Grâce aux frais de gaz, bien sûr. Ah, donc même si quelqu'un essaye de créer une boucle infinie, il finira par manquer de gaz et le programme s'arrêtera. Exactement. Et comme chaque étape de calcul coûte du gaz, il y a une incitation intégrée à écrire du code efficace qui ne gaspille pas les ressources. D'accord, cela a du sens. Les frais de gaz jouent donc un rôle crucial pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement du réseau Ethereum. Tout à fait. Parlons maintenant de la monnaie native d'Ethereum, l'Ether. Oui. Le livre blanc décrit un modèle d'émission plutôt unique. En effet, contrairement à Bitcoin, qui a un plafond d'approvisionnement fixe de 21 millions de pièces, Ethereum a un approvisionnement en Ether en croissance permanente. Donc de nouveaux Ethers sont constamment créés. Cela ne conduit-il pas à l'inflation? Si, mais le taux d'émission est conçu pour diminuer au fil du temps de sorte que le taux d'inflation se rapproche progressivement de zéro. Le livre blanc soutient que ce modèle est plus équitable, donnant aux générations futures une chance équitable d'acquérir de l'Ether. Intéressant. C'est une approche différente de celle de Bitcoin. Il sera fascinant de voir comment elle se déroulera à long terme. Oui. Le livre blanc aborde également les préoccupations concernant la centralisation du minage, qui était déjà un problème avec Bitcoin. Avec Bitcoin, le matériel de minage, spécialisé ou ASIC, a donné aux grands groupes de minage un avantage considérable, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la possibilité qu'une seule entité prenne le contrôle du réseau. C'est vrai. L'algorithme de minage d'Ethereum tente de remédier à ce problème en exigeant que les mineurs accèdent aux données de l'état complet du réseau et les traitent. C'est ça. Cela rend beaucoup plus difficile le développement de matériel de minage spécialisé et encourage les mineurs à être des nœuds complets, ce qui contribue à un réseau plus décentralisé. Exactement. Enfin, nous en arrivons à l'un des défis les plus importants pour tout réseau blockchain, la scalabilité. À mesure que de plus en plus d'utilisateurs et d'applications rejoignent le réseau, la blockchain va inévitablement grossir, ce qui va solliciter les ressources
et potentiellement ralentir les temps de transaction. Le livre blanc reconnaît ce défi et propose plusieurs solutions, comme l'utilisation de racines d'arbres d'état intermédiaires et de protocoles de challenge response pour vérifier les transactions plus efficacement. Donc dès 2014, il réfléchissait déjà à des moyens de garantir qu'Ethereum puisse gérer une adoption massive. Absolument. Et aujourd'hui, encore, la scalabilité reste un objectif majeur pour les développeurs d'Ethereum. De nombreuses solutions, comme les solutions de mise à l'échelle de couche 2 et le sharding, sont activement développées et mises en œuvre pour relever ce défi. Ce fut un voyage incroyable que de décortiquer ce document fondateur qui a défini la vision d'Ethereum. On a couvert tellement de choses, des subtilités techniques aux vastes applications potentielles. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette exploration? Pour moi, c'est l'ambition et la portée d'Ethereum. Ce livre blanc ne se contentait pas de créer une nouvelle crypto-monnaie. Il s'agissait de construire une plateforme capable de révolutionner la façon dont nous interagissons et faisons des affaires en ligne un Internet véritablement décentralisé. Bien dit. Et si l'écosystème Ethereum a considérablement évolué depuis 2014, les principes fondamentaux énoncés dans ce livre blanc restent incroyablement pertinents. C'est un témoignage de la vision et de la clairvoyance de ses créateurs. C'est vrai. Et même si nous avons couvert beaucoup de terrain, ce n'est que la pointe de l'iceberg. L'univers d'Ethereum est en constante expansion avec de nouvelles innovations et de nouveaux défis qui apparaissent chaque jour. C'est passionnant de penser à tout ce qui reste à découvrir et à construire dans cet espace. Alors pour conclure cette exploration, j'aimerais laisser nos auditeurs avec une question à méditer, compte tenu des avancées incroyables de l'écosystème Ethereum depuis la publication de ce livre blanc. Quels sont selon vous les nouveaux défis et les nouvelles opportunités qui attendent cette technologie révolutionnaire? Les possibilités sont vraiment infinies et l'avenir de la technologie décentralisée se déroule sous nos yeux. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration approfondie.